Donc je vais dire quelques mots sur cette idée d'unité, justement. Au fond, cet après-midi, on sera sans doute dans une logique un peu plus dynamique, non pas que l'on était à l'arrêt ce matin, pas du tout, mais dynamique au sens du mouvement, effectivement, vers la fin de l'unité, hein, c'est-à-dire, au fond, on est dans une logique de mouvement, donc d'évolution. Et au fond, la problématique la plus générale que l'on peut découvrir au travers des 4 prochaines interventions, c'est au fond quels sont les rapports juridiques d'un point de vue administratif, structurel, entre l'État et la départementalisation en Outre-mer, notamment à La Réunion, mais pas seulement. Sur le plan constitutionnel, quels sont ces rapports? On voit qu'effectivement, on verra immédiatement avec le professeur André Roux, que finalement ces rapports évoluent, hein, et ont évolué récemment. Donc de l'assimilation vers une tendance à la différenciation. Et au fond, cette unité qui semble être un peu mythifiée d'une certaine manière tend à laisser la place à une forme de diversité d'un point de vue administratif, structurel, et également sur le plan législatif. Voilà. Donc je cède immédiatement la parole au professeur André Roux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord moi aussi exprimer mes très sincères remerciements aux organisateurs de ce colloque. D'abord parce qu'ils m'ont permis de revenir à La Réunion, et c'est toujours avec plaisir que je réponds aux invitations de l'université. Merci pour leur accueil. Merci également de m'avoir donné ce matin l'occasion de sortir un peu des horizons juridiques ou strictement juridiques, parce que je crois que l'intérêt de cette manifestation, c'est justement sa pluridisciplinarité. C'est les politistes, les sociologues, les historiens, les économistes nous ont donné des approches, des visions intéressantes, originales, et j'espère que mon exposé ne va pas vous faire retomber dans l'aridité du droit et du droit constitutionnel en particulier. On a d'ailleurs ce matin déjà abordé incidemment les questions constitutionnelles, mais comment pouvait-on l'éviter? Je ne reviendrai pas sur 1946, parce que nous a dit des choses tout à fait passionnantes et intéressantes à bien des égards. Je ne reviendrai pas non plus sur l'article 6 de la Constitution du 5 fructidor en 3, si ce n'est pour rappeler quand même que c'est la première Constitution à avoir énuméré les colonies françaises, dont effectivement l'île de la Réunion. Alors évidemment, on peut avoir une certaine nostalgie en relisant cette liste de l'article 7 de la Constitution de l'an 3, lorsqu'on voit l'île de Saint-Domingue, lorsqu'on voit Sainte-Lucie et Tobago, les Seychelles, l'île de France, les Indes orientales, mais il y a quand même déjà les 4 vieilles colonies. 1958, en réalité, la Constitution a finalement assez peu innové s'agissant des départements d'outre-mer. L'article 73, même numérotation, bon, qui reprend sous une forme un petit peu différente, un petit peu atténuée, les dispositions de 1946, le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. La formule est bien connue. Alors, si on se replonge un peu dans les travaux préparatoires de la Constitution, ce qu'a fait François Miclot, l'ancien doyen de cette faculté, je le salue au passage, qui avait consacré sa thèse justement à la question de l'identité législative des départements d'outre-mer, de l'article 73, thèse dirigée par Louis Favoreux, si ma mémoire est bonne. François Miclot nous rappelle finalement que l'inscription de l'article 73 dans le projet de constitution a été finalement assez tardive. Il nous explique que c'est lors d'un conseil de cabinet du 25 juillet 1958 que l'on a pensé, je ne dis pas par hasard, mais qu'on a pensé à cette référence au département d'outre-mer. Il nous dit que c'est M. Max Lejeune, qui était alors ministre du Sahara, qui avait, disons, proposé cette inscription. Et ce que François Miclot nous dit aussi, c'est que 2 jours auparavant, les élus, les parlementaires des départements d'outre-mer
à l'exclusion des parlementaires communistes d'ailleurs, il n'y avait que les parlementaires non communistes, avaient formulé une proposition assez audacieuse, et quand on la relit, on se rend compte qu'elle est en quelque sorte un peu prémonitoire, puisqu'il était dit que dans cette proposition, qui n'a pas évidemment été reprise à l'époque, il était dit qu'un statut particulier sera conféré à chaque département d'outre-mer par une loi votée sur proposition ou avis du Conseil général, et que ce statut définira notamment les conditions dans lesquelles le Conseil général de chacun des départements sera habilité à administrer et à régler librement les questions d'ordre local de son département dans l'ensemble de la République française. Donc une position très très ferme en faveur de la diversité. Par la suite, disons que les choses ont peu évolué sur le plan constitutionnel, et c'est vrai que c'est à partir des années 2000 que est née l'idée de réécrire le titre 12 de la Constitution, d'abord parce qu'il y avait entre-temps eu l'institutionnalisation des régions d'outre-mer, il y avait aussi des mouvements, on en a parlé ce matin, dans le sens d'homme, Tom, et cela avait compliqué un petit peu les choses, et puis il y avait cette aspiration aussi à la diversité qui était exprimée notamment par les départements français d'Amérique, comme on les appelle. Et finalement, c'est Jacques Chirac qui va reprendre ou prendre le flambeau de la réforme dans les années 2000. Alors il y a deux discours fondateurs, le discours qu'il prononce le 11 mars 2000 à Madiana, en Martinique, et puis le discours fondateur du 18 mai 2001 qu'il prononce au théâtre du Champ-Fleury, ici même, où il développe les idées qu'il avait exposées à Madiana un an plus tôt. Et bon, le discours, je l'ai reproduit partiellement dans mon exposé écrit, est assez intéressant parce qu'il dégage un certain nombre de principes, délégation de compétences, droit à l'originalité des statuts, poursuite du développement économique et social, ça va sans dire, et puis l'idée aussi que le choix de l'évolution institutionnelle ne peut pas se faire sans l'accord de la population. Je crois que c'est ces quatre principes qui vont en réalité être traduits dans la réforme constitutionnelle ou repris en 2003. Alors, je ne reviens pas sur les apports de cette révision de 2003, tout le monde les connaît, mais bon, c'est à partir de là, évidemment, que l'on a pu passer, si on peut dire, de l'unité à la diversité, et notamment sur deux points principaux qui sont parfois confondus, mais je crois qu'il faut quand même les distinguer. Diversité d'abord, ou diversification des statuts. Bon, c'est les statuts à la carte. Bon, ça, c'est l'idée, évidemment, bien connue. Mais aussi diversification du droit applicable outre-mer, donc diversité du point de vue normatif. Et les deux ne sont pas forcément liés. On peut avoir très bien un statut original sans avoir forcément une spécialité législative, c'est ce qu'on disait ce matin. Et bon, donc j'aimerais reprendre, si vous voulez, très rapidement ces deux points, en évoquant d'abord la question de la diversification des statuts, le passage du principe de l'unité catégorielle au principe de la diversité, des statuts à la carte, et puis insister ensuite dans la deuxième partie sur les différenciations en matière de normes, effectivement, applicables au département d'outre-mer. S'agissant des statuts, il y a évidemment un avant et un après 2003. C'est évident dans l'évolution constitutionnelle. Jusqu'en 2003, le Conseil constitutionnel admet des adaptations limitées, en pratiquant une lecture assez stricte de l'article 73. Et puis, bon, après la révision de 2003, j'allais dire, tout éclate, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, je vous rappelle quand même, ou je rappelle aux non-juristes, puisqu'il y en a parmi nous, les trois dates importantes avant la révision de 2003, du point de vue, disons, de la jurisprudence constitutionnelle. Il y a la décision à laquelle on a déjà fait allusion ce matin du 28 décembre 1982, la décision Assemblée unique. Parce que l'idée était bonne, en fait, de créer dans les départements et régions d'outre-mer une assemblée unique, à la fois conseil général et conseil régional.
Et on sait que le Conseil constitutionnel a estimé que cette assemblée unique n'était pas conforme, n'était pas compatible avec les adaptations limitées autorisées par l'article 73. En réalité, si on relit cette décision, si on étudie un peu plus près, on constate que ce que condamne le Conseil constitutionnel, ce n'est pas l'idée d'assemblée unique, c'est le fait que cette assemblée unique était élue à la proportionnelle. Si bien que ça dénaturait en fait le département qui est élu, comme vous le savez, au scrutin majoritaire. Et donc, c'est pas tellement le principe de l'Assemblée unique qui est condamné par le Conseil constitutionnel, c'est le mode d'élection de cette Assemblée qui, contrairement au scrutin majoritaire en vigueur dans les départements, ne permet pas d'assurer la représentation des différentes composantes territoriales de la collectivité, etc. etc. Bon, il y a cette décision. Il y a la décision du 25 juillet 1984 qui concernait la loi sur les compétences des régions et des départements d'outre-mer. Et là encore, bon, le Conseil constitutionnel admet des aménagements limités des compétences régionales et départementales par rapport aux autres régions et départements. Portée limitée. Et il censure d'ailleurs dans cette décision un certain nombre de transferts de compétences des départements vers les régions, je n'y insiste pas. Et puis la troisième date intéressante ou importante, c'est bien sûr la décision du 7 décembre 2000 qui concernait la loi d'orientation sur l'outre-mer, la fameuse LOM, si on peut dire, qui traduisait d'ailleurs cette loi une volonté du législateur de diversifier les statuts. Ça répondait aux revendications des élus d'outre-mer, notamment de ceux des Antilles. Et le Conseil constitutionnel va en quelque sorte neutraliser la disposition qui permettait, qui prévoyait la possibilité pour ces départements d'outre-mer de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle propre. Donc en fait, il vide de sa substance les potentialités de cette loi. Et on se trouve à ce moment-là dans une situation qui est quand même très insatisfaisante du point de vue, je dirais, du droit constitutionnel. C'est que d'une part, le Conseil constitutionnel a admis pour la Corse la possibilité de créer une collectivité sui generis, une collectivité à statut particulier, c'est la décision de 91 notamment. Mais en revanche, il refuse au département d'outre-mer la possibilité d'avoir un statut particulier, bien que l'article 73 prévoit l'adaptation. Donc la clause d'adaptation est interprétée de façon très stricte. Si bien qu'à l'époque, la seule possibilité pour les départements d'outre-mer de diversification aurait été d'être érigés eux-mêmes en collectivité à statut particulier. Bon, mais les élus d'outre-mer ne le souhaitaient pas, évidemment. Il y avait cette crainte de l'éloignement de la métropole. Et c'est là qu'intervient évidemment la révision de 2003. Alors s'agissant des statuts, je dirais que trois évolutions sont possibles depuis 2003, et d'ailleurs certaines ont été réalisées. La première évolution possible, c'est, disons, d'évoluer à l'intérieur de l'article 73, fusion d'un département et d'une région d'outre-mer, instauration d'une assemblée unique, bon, vous connaissez évidemment les possibilités, avec évidemment l'approbation préalable et nécessaire des électeurs, dans l'approbation des populations. Alors cette approbation préalable, on a touché un mot ce matin, est exigée parce qu'en fait, le constituant n'a pas voulu que se reproduise la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avait été ballotté d'un statut à l'autre contre les désirs de sa population. La loi du 11 juin 85, notamment, on avait fait une collectivité à statut particulier. Mais la loi, disons, de 1976 avait transformé Saint-Pierre-et-Miquelon de territoire d'outre-mer en département d'outre-mer contre l'avis des élus, alors même que Mayotte avait réclamé à la même époque le statut de département et on ne l'avait pas accordé. Donc il y avait quand même quelques paradoxes. En même temps, bon, c'est vrai que ça pose d'un point de vue peut-être un peu théorique, enfin pas tant que ça quand même, une question sensible. C'est la première fois quand même qu'une partie de la population française peut s'opposer à une évolution institutionnelle
que le législateur voudrait réaliser. Autrement dit, c'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle qu'une sorte de droit de veto est conféré à une partie de la nation française, ce qui évidemment paraît tout à fait incompatible avec la Constitution, le fait que la souveraineté est indivisible. Là, c'est une partie de la souveraineté nationale qui va s'exprimer, qui pourrait s'exprimer en refusant évidemment une évolution statutaire que le gouvernement et que le Parlement souhaiteraient réaliser. En même temps, il est vrai que si le référendum est positif, rien n'oblige le législateur à faire évoluer les statuts. Juridiquement, rien ne l'y oblige. Politiquement, on verrait mal, évidemment, le législateur refuser cette évolution avec un accord majoritaire de la population. Enfin, je laisse de côté ces questions qui restent, je répète, un peu théoriques. Bon, vous savez évidemment comment les choses ont évolué s'agissant de l'article 73. Je ne reviens pas sur les changements qui sont intervenus depuis 2003. Puis, bon, il y a la deuxième évolution statutaire possible, c'est la migration d'une collectivité de l'article 73 vers l'article 74 ou inversement. Et ça, effectivement, là aussi, il faut le consentement préalable des populations, mais c'est une hypothèse qui, effectivement, n'avait pas été, je dirais, prévue à l'origine par la Constitution de 58. Rien n'était prévu à cet égard. Et ça, c'est quand même un changement intéressant, une évolution possible. Et là aussi, bon, on a vu, effectivement, certaines collectivités refusaient de passer du 73 au 74. On a cité la Martinique et la Guyane. On a vu en sens inverse Saint-Barthélemy et Saint-Martin accepter de passer du 73 au 74, deux communes de la Guadeloupe qui deviennent des collectivités autonomes. Donc, et puis on a vu Mayotte, effectivement, on en parlait tout à l'heure, passer du 74 au 73, même si vous avez eu raison de le souligner, Mayotte ne peut pas être considéré comme un département d'outre-mer, hein, dans la mesure où c'est une collectivité particulière de l'article 73. Donc même si le législateur l'a qualifié de département de Mayotte avec un grand D, vous le soulignez. Alors bon, ce sont des arguties juridiques. Bon, le fait que ce ne soit pas un département d'outre-mer, bon, peut être considéré comme effectivement marginal, mais c'est effectivement la création d'une collectivité particulière, à la fois département et région, avec toutes les conséquences que vous avez évoquées. Bon, après, il y a une troisième évolution, mais bon, c'est évidemment l'accession à la pleine souveraineté, l'accession à l'indépendance. C'est une question qui n'a pas été traitée par le Constituant en 58. C'est une question que le Constituant de 2003 n'a pas voulu traiter. Bon, une question taboue, on préfère laisser ça un petit peu dans les limbes. Il faut se référer ici à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est parcellaire, qui a évolué, qui est parfois d'ailleurs un peu contradictoire. Est-ce que le principe de libre détermination s'applique au peuple des territoires d'outre-mer, ce qui était la version initiale du préambule? Sans doute oui. Est-ce qu'il s'applique aujourd'hui ce principe de libre détermination aux populations d'outre-mer, hein, dont parle la Constitution? La question reste ouverte et je ne vais pas évidemment l'aborder en détail ici. Donc on a effectivement cette évolution statutaire qui a conduit à véritablement faire éclater la catégorie, si on peut dire, des départements d'outre-mer dans le sens que vous connaissez. Et puis il y a, disons, une deuxième différenciation, une deuxième évolution, c'est la différenciation normative, c'est-à-dire que la question qui se pose est de savoir justement si la territorialisation du droit, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'application de droits particuliers, de droits spécifiques à certaines parties du territoire de la République, a été accentuée ou pas en 2003. Et la réponse est incontestablement oui, elle a été accentuée. Le constituant de 2003 a non seulement, je dirais, accentué
le pouvoir, ou élargit le pouvoir normatif d'adaptation, mais il a aussi créé un autre pouvoir normatif, c'est-à-dire le pouvoir normatif de dérogation aux normes nationales. Et ce sont ces deux points que je vais évoquer successivement. Alors, il y aurait aussi un troisième point à évoquer, c'est le droit à l'expérimentation. Le droit à l'expérimentation, mais celui-ci ne concerne pas que les collectivités situées outre-mer, il concerne toutes les collectivités territoriales, étant entendu que le droit à l'expérimentation, prévu par l'article 72, alinéa 4 de la Constitution, qui a à l'époque fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité des débats passionnés, qui a fait dire à Jean-Louis Debré, mais à l'époque il n'était pas encore président du Conseil constitutionnel, il était simplement président de l'Assemblée nationale, que l'unité de la République était mise en danger avec le droit à l'expérimentation, c'est-à-dire avec la possibilité d'autoriser les collectivités territoriales à adopter des mesures expérimentales dans le domaine de la loi ou du règlement. Et ce droit à l'expérimentation, en réalité, il s'est avéré inefficient, autrement dit, pratiquement aucune collectivité territoriale n'a demandé à bénéficier de ce droit à l'expérimentation législative ou réglementaire. L'État peut lui-même expérimenter, évidemment, par la loi ou par le règlement, mais les collectivités territoriales ne l'ont pas demandé. Donc reste spécifiquement pour les collectivités situées outre-mer, et notamment pour les départements d'outre-mer, ce pouvoir normatif d'adaptation et ce pouvoir normatif de dérogation. Alors adaptation, c'est pas nouveau, bon, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, ça date de 1946. On a souligné effectivement que ce pouvoir d'adaptation était limité, qu'il y avait une contradiction entre la Constitution même et le texte de la loi, l'article 3 de la loi de 1946. Bon, tout ceci a été souligné. En même temps, on peut s'interroger, est-ce que ce pouvoir d'adaptation est spécifique au département d'outre-mer? Si vous lisez par exemple François Lucher, qui est un éminent spécialiste du droit de l'outre-mer, vous lisez sous sa plume qu'en réalité, le législateur n'aurait même pas eu besoin d'une habilitation constitutionnelle pour adapter le droit, les lois nationales, aux situations particulières des départements d'outre-mer, dans la mesure où rien n'interdit au législateur d'adopter des normes variables et adaptées à la situation particulière de tous les territoires. Et c'est vrai que même en métropole, il y a effectivement une application différenciée du droit. Le droit, je ne parle pas du droit local en Alsace-Moselle, bon, ça c'est pour des raisons historiques, ni du droit local en Corse, qui pour des raisons diverses continue d'exister, mais il est évident que les politiques d'aménagement du territoire, par exemple, sont toujours traduites par des normes différenciées, une discrimination territoriale positive, on dit certains. Donc était-il besoin d'une habilitation constitutionnelle pour permettre aux législateurs d'adapter ses propres normes à la situation particulière des départements d'outre-mer? Point d'interrogation. C'est peut-être même pas indispensable. En tout cas, cette habilitation, alors à la limite, on pourrait même dire que c'était le summum de l'assimilation, puisque les départements d'outre-mer, du point de vue de l'adaptation, étaient assimilés aux collectivités métropolitaines. Enfin, ce sera un jeu de mots un peu facile, c'est le comble de l'assimilation, un pouvoir d'adaptation assimilé. Alors, on a effectivement évoqué aussi le changement de formulation, mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. Aujourd'hui, c'est les caractéristiques et contraintes particulières des départements et des régions d'outre-mer. Vous avez eu raison de souligner que là, c'est une formule qui est reprise directement du traité d'Amsterdam sur les régions ultrapériphériques. Donc c'est le droit international qui a pénétré le droit constitutionnel, la Constitution. La question qui est débattue, qui a été posée, de savoir si ça donne plus de marge de manœuvre en matière d'adaptation. Est-ce que la nouvelle formulation ouvre plus d'espace à l'adaptation que l'ancienne? Et la doctrine est quasiment unanime pour souligner que oui, qu'en réalité, les adaptations sont facilitées par la nouvelle formulation de l'article 73, ce qui est sans doute vrai. Mais si on regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on n'en est pas forcément persuadé, dans la mesure où
celui-ci n'a pas eu souvent l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de ces mesures d'adaptation législative. Il a eu un peu plus l'occasion de le faire depuis l'introduction de la QPC, parce qu'il y a eu effectivement un certain nombre de QPC qui ont été soulevés contre des mesures d'adaptation qui, selon les requérants, portaient atteinte au principe d'égalité. À chaque fois, le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes, a considéré que c'était finalement conforme à la Constitution, comme s'il y avait une sorte de présomption pour le Conseil constitutionnel, présomption de spécificité ou de particularisme des départements d'outre-mer, si bien que dès qu'une mesure d'adaptation est adoptée, finalement, il considère que celle-ci est pratiquement conforme. Sauf erreur de ma part, il y a une décision d'invalidation qui, finalement, reste assez limitée. C'est la décision 503 DC du 12 août 2004, la loi relative aux libertés et responsabilités locales, où il déclare contraire à la Constitution un article de cette loi qui prévoyait une entrée en vigueur différée pour le transfert au département d'outre-mer des personnels techniciens, ouvriers de service, des collèges et des lycées. Et là, il dit finalement, il n'y a pas de spécificité au regard de la situation des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, qui justifierait une entrée en vigueur différée de la loi. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est la seule décision où le Conseil constitutionnel a effectivement censuré une mesure d'adaptation législative. Et si vous regardez la jurisprudence du Conseil d'État, qui contrôle, lui, les mesures d'adaptation effectuées par voie réglementaire, vous constatez aussi, finalement, je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais que bien souvent, il admet assez largement les adaptations en considérant que, en définitive, les conditions particulières sont remplies. Je pense par exemple à une décision de juin 1994, Association pour la presse de la Réunion et Quotidien de la Réunion, s'agissant de la possibilité d'autoriser la publicité télévisée pour le secteur de la distribution à La Réunion, et le Conseil d'État admet cela en disant finalement le marché publicitaire outre-mer est suffisamment spécifique pour justifier des adaptations à la législation nationale. Vous avez la décision droit de cité, Association droit de cité du 10 novembre 2004. Bon, là, c'est une question douloureuse, puisque c'est la possibilité d'euthanasier des animaux en fourrière au bout de 4 jours et non pas au bout de 8 jours, comme cela est le cas en métropole, en disant qu'il y a, en gros, le Conseil d'État dit dans les départements d'outre-mer, il y a un nombre d'animaux errants qui est beaucoup plus important qu'ailleurs, donc les mesures particulières sont admises. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais il y a quand même une jurisprudence qui, globalement, est quand même très favorable aux adaptations. Les censures sont tout à fait exceptionnelles. Ce qui est nouveau quand même, et c'est important, c'est que ce pouvoir d'adaptation a été en quelque sorte décentralisé, puisque, vous le savez, les collectivités de l'article 73 disposent depuis 2003 d'un pouvoir normatif d'auto-adaptation, c'est-à-dire qu'elles peuvent être habilitées à adapter elles-mêmes les normes nationales, qu'il s'agisse d'ailleurs des normes législatives ou des normes réglementaires. Donc on a un pouvoir d'auto-adaptation qui permet là aussi une plus grande diversité du droit applicable, pouvoir d'auto-adaptation qui fait l'objet évidemment d'un encadrement assez strict. La loi organique du 21 février 2007, qui a été d'ailleurs modifiée en 2011, prévoit toute une série de procédures, de contraintes, si bien qu'en réalité, bon, il faut bien le reconnaître, les demandes d'adaptation formulées par les collectivités d'outre-mer sont quasiment inexistantes. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, il se peut qu'il y en ait eu, je n'ai pas fait une recherche non plus exhaustive.
mais je pense que les collectivités d'outre-mer, les départements d'outre-mer en particulier, préfèrent que ce soit l'État lui-même qui adapte les normes, plutôt que de demander l'autorisation à l'État de les adapter elle-même. Bon, ce qui s'explique sans doute par le fait que c'est peut-être plus facile de laisser à l'État cette compétence plutôt que de l'exercer soi-même. Il en va de même d'ailleurs assez largement aussi du pouvoir normatif de dérogation aux normes nationales. Alors ça a été considéré, vous en souvenez sans doute, en 2003, comme une petite révolution juridique, qui surmontait d'ailleurs une décision du Conseil constitutionnel concernant la Corse, et la possibilité prévue par l'article 73, alinéa 3, d'autoriser, d'habiliter les collectivités outre-mer, évidemment 74, mais aussi celle de l'article 73, dans un certain nombre de matières relevant du domaine de la loi. Donc là, c'est même plus un pouvoir d'adaptation ou d'auto-adaptation, c'est un véritable transfert du pouvoir normatif qui est prévu, qui est autorisé, et qui pourrait évidemment vider le principe d'identité législative ou d'assimilation législative de tout son sens. Bon. Sauf que, évidemment, il y a le bloc de compétences régaliennes qui est prévu, qui est déterminé par l'alinéa 4 de l'article 73, qui considère évidemment que ces matières sont intransférables pour des raisons que l'on devine, que ce soit la politique étrangère, la défense, la sécurité, etc., la procédure pénale, ainsi de suite. A contrario, ça permet quand même de transférer, ça permettrait de transférer au département d'outre-mer, enfin en tout cas aux collectivités de l'article 73, le régime de la propriété, le droit fiscal, le droit de l'urbanisme, etc., qui ne font pas partie des matières intransférables. Alors, on sait évidemment que la Réunion est exclue de ce dispositif, fameux amendement Virapoulet, mais je ne peux pas anticiper sur le débat qui risque de suivre. Mais en dehors du cas réunionnais, bon, ce qu'on constate quand même, c'est qu'en pratique, les demandes de transfert, là aussi, ont été très rares. Il y a eu très peu de demandes exprimées par les collectivités, ni la Guyane, ni la Réunion, qui ne peut pas en bénéficier, ça va de soi, mais ni Mayotte n'ont demandé à bénéficier de ce transfert. Alors, on a quelques habilitations qui ont été accordées par le législateur à la demande des collectivités sur les questions de maîtrise de l'énergie, de la réglementation thermique, pour la Guadeloupe, pour la Martinique, mais bon, ça reste très marginal en réalité, ça reste très marginal. Alors la Réunion, évolution statutaire, je terminerai par là, en espérant pas avoir trop débordé du temps qui m'était imparti. Évolution possible du point de vue statutaire et du point de vue normatif. Alors du point de vue normatif, je viens de le dire, hein, bon, l'amendement Virapoulet verrouille en fait toute possibilité d'évolution. Et on peut évidemment se demander si cette exclusion est aujourd'hui encore justifiée, mais là je n'entre pas dans un débat qui est peut-être plus politique que juridique. Encore que pour un juriste, c'est vrai que ça paraît quand même assez choquant que l'exception réunionnaise ait été inscrite dans la Constitution en 2003, dans la mesure où les demandes de transfert restent évidemment facultatives. Le Conseil, les autorités réunionnaises ne sont jamais évidemment obligées de demander un transfert de compétences. Il y a donc plusieurs explications qui ont été fournies. Si on reprend évidemment les explications données par Jean-Paul Virapoulet, bon, on constate qu'il parle effectivement de la sécurité juridique, de la prudence, de la stabilité institutionnelle dans les débats parlementaires. Si on lit ce que dit Olivier Gouin, qui fut professeur ici d'ailleurs également il y a quelques années, il dit finalement, à la suite du sénateur Virapoulet, une majorité de parlementaires réunionnais ont considéré qu'un tel dispositif dérogatoire engendrerait par lui-même un risque pays de nature à éloigner l'investissement privé dans un contexte fragile, car on peut hésiter à créer une entreprise de main-d'œuvre
quand on sait que le Conseil régional peut être en mesure un jour d'accroître librement les charges sociales des employeurs locaux. Là est l'explication de l'alinéa 5 de l'article 73 nouveau. Bon. Si vous lisez ce qu'écrit Stéphane Diemert, qui travaillait au ministère de l'Outre-mer, un ami que j'ai bien connu à l'époque, maintenant, Diemert, lui, est beaucoup plus sévère. Il dit finalement, cet amendement trouve son origine dans l'émotion suscitée localement lorsque le projet de loi constitutionnelle, à l'évidence peu lu et mal compris, a été rendu public. La presse locale, en mal de sensationnalisme, quelques élus locaux, en mal de récupération politicienne, l'ont présenté comme une tentative dissimulée du gouvernement d'imposer à coup de consultation locale à répétition l'autonomie, voire l'indépendance, à une population présentée comme n'en voulant pas. Il parle de caractère tendancieux et irrationnel de cette analyse. Et puis, si on lit ce qu'écrit Thierry Michalon, qui en son temps parlait de la France comme une fédération qui s'ignore, vous vous en souvenez, qui a été un peu précurseur dans l'idée de diversité, Michalon nous dit qu'en fait, il s'agissait plutôt de la part des Réunionnais d'attester auprès de Paris de la loyauté des Réunionnais par opposition aux revendications empreintes de nationalisme des Antillais et des Guyanais. Donc il fallait se distinguer des autres et par là même prouver sa fidélité à la République. Bon, il y a peut-être une quatrième explication, il y en a peut-être d'autres, ou peut-être faut-il combiner ces trois explications pour avoir un début d'explication correcte. Dernier mot quand même, parce que sur les évolutions statutaires, il est évident que rien n'interdit à la Réunion, rien n'interdirait à la Réunion d'obtenir un statut de collectivité, de collectivité de l'article 73 avec une assemblée unique. Ça, c'est évidemment tout à fait possible. Pourrait-on fusionner le département et la région de la Réunion? Olivier Gouin prétend que non. Moi, je pense que oui. Concrètement, rien ne s'y opposerait, puisqu'effectivement, la seule exception réunionnaise concerne les alinéas 3 et 4 de l'article 73, et pas le dernier alinéa qui, effectivement, concerne les possibilités d'adaptation, assemblée unique ou fusion. Alors je sais bien que Gouin nous dit, oui, mais le fait que dans l'article 73, le département et la région de la Réunion soient mentionnés, oui, mais si on lit l'article 73, ils sont mentionnés pour les exclure de l'application des alinéas 3 et 4. Et le fait qu'une collectivité soit mentionnée dans la Constitution n'interdit pas évidemment que le législateur puisse faire évoluer les choses. Un exemple idiot à contrario, la communauté franco-africaine et malgache, elle a disparu en 1962, elle est restée inscrite dans la Constitution jusqu'en 1995. Le titre 13 de la Constitution n'a pas été modifié pour autant. Donc, de ce point de vue, je pense que là, il ne faut pas non plus faire dire au texte ce qu'ils ne veulent pas dire. En résumé, on est passé d'un principe, effectivement, je dirais d'une triple assimilation des DOM, assimilation au régime législatif de la métropole, assimilation à l'organisation administrative de la métropole, assimilation des DOM entre eux, c'était les trois caractéristiques, je dirais une triple diversification. Diversité de l'organisation administrative, d'autant que la Guyane et la Martinique sont sur la voie de la collectivité unique. Enfin, diversification aussi du droit applicable en Outre-mer. Et puis, en réalité, il n'y a plus aucun point commun entre les départements d'outre-mer qui peuvent encore être qualifiés de tels, à savoir effectivement la Réunion, la Guadeloupe et puis la Martinique, pardon, et puis effectivement Mayotte, dans la mesure où on a dit que Mayotte n'était pas forcément un vrai département. Peut-être que effectivement, s'il n'en reste qu'un, un jour ou l'autre, ce sera encore la Réunion. Je crois que ce sera peut-être le dernier des Mohicans de cette catégorie des départements d'outre-mer qui, à force d'être éclatés, ne représente plus, selon moi, une véritable catégorie. Je vous remercie.